Aujourd'hui, je vais vous donner lecture d'André Gorz, une grande figure de l'écologie politique française. Alors la particularité d'André Gorz, c'est d'avoir deux jambes d'un point de vue théorique, à la fois existentialiste, à la fois marxiste. Il était assez proche de Jean-Paul Sartre, et cette double casquette le pousse à penser à la fois l'échelle individuelle, ça c'est l'influence existentialiste, et l'échelle collective, ça c'est l'influence marxiste. L'échelle individuelle, c'est un peu l'angle mort de la pensée marxiste. Non pas que ce soit impossible de penser cette échelle dans une approche marxiste, mais le marxisme étant une pensée de la transformation profonde de la société, une pensée révolutionnaire, historiquement c'est l'échelle collective qui s'est vite imposée et qui a dominé tout le champ de la pensée et de la théorie marxiste. Bon, du coup, il s'agit là d'une interview datant de 1990. Alors, j'ai fait une sélection un peu synthétique, comme d'hab. André Gorz aborde ici la question de la nature, la question de la nécessité, la question de la liberté, la question de la technique, la question du travail. Intervieweur. L'être humain est nature et en même temps ne l'est pas. Il est chair et esprit à la fois. On peut considérer le procès de rationalisation comme l'éviction de la nature par la non-nature. Cette peur et l'anthropocentrisme qui en découle se trouve déjà dans la mythologie et l'anthropomorphisme des divinités grecques. Les Lumières tendent à nous installer comme maîtres de la nature. La dualité d'une nature soumise et d'une humanité régnant sur elle se retrouve aussi dans la séparation d'une nécessité dont le poids serait à réduire et d'une liberté qu'il s'agirait d'accroître. D'un règne de la liberté d'une part et d'un règne de la nécessité d'autre part. Ce modèle conceptuel nous est familier depuis Aristote et on le retrouve chez Marx. La nature est l'ennemi, au-dedans et en dehors de nous, qu'il s'agit de vaincre. Tu reprends ce paradigme. Je ne vois trace chez toi d'un désir de réconciliation écologique. Or, ce caractère hiérarchique du rapport à la nature se retrouve sur le plan de la société, dans la hiérarchie capital-travail, ou homme-femme. Car c'est une même logique qui détermine le mode de production, et donc notre rapport à la nature. André Gorz. L'idée de réconciliation de l'homme avec la nature n'est apparue en Occident au moins que dans une phase tardive de la modernité. Si on la prend au sérieux et qu'on en fait la base d'une éthique, on aboutit à l'hindouisme ou au bouddhisme, c'est-à-dire aux formes d'une ascèse qui interdit toute intervention dans la nature. Ni les hommes ni les animaux n'ont jamais vécu en paix avec la nature. La nature n'est pas paisible, c'est un système autorégulateur. L'humanité faisait partie de cet ordre naturel tant qu'elle se composait de chasseurs et de pêcheurs, pour qui l'idée de travail ne correspondait à aucune expérience réelle. Ce n'est pas parce qu'ils désiraient vivre en paix avec la nature qu'ils n'intervenaient pas dans ces cycles, mais parce qu'ils ne disposaient pas des outils qui auraient permis de telles interventions. La domination de la nature a commencé dès que les peuples sont devenus sédentaires et ont développé des outils efficaces. Certains vers, que j'appellerais religieux, résonnent comme si les interventions humaines dans le processus naturel étaient dues à la méchanceté des hommes, comme si la bonne mère nature devait être traitée avec amour. Ce sont des sottises. Tous les êtres vivants sont par nature en lutte avec la nature. Tous dévorent, sont dévorés et se tiennent mutuellement en échec. Tous agissent sur leur environnement et le modifient en s'en nourrissant. Le propre de l'homme est sa capacité illimitée d'apprendre. Il est non naturel par nature. Il ne devient homme que par sa socialisation. Sans elle, il n'a pas de capacité naturelle, innée. Il n'est pas génétiquement programmé pour vivre en harmonie avec la nature environnante. Son mode de vie ne deviendra compatible avec l'intégrité de celle-ci que s'il s'interdit certaines interventions dans les cycles naturels dont, à la différence d'autres espèces, la nature elle-même ne lui a pas interdit la possibilité. Tu peux aussi le dire de la façon suivante. Le rapport de l'homme à la nature n'est pas un rapport naturel, mais toujours un rapport culturel. La question qui se pose à l'humanité est celle de l'autolimitation culturelle de ses besoins et de ses projets qui seul lui évitera de détruire les bases naturelles de sa vie. Dans les sociétés pré-capitalistes, cette autolimitation allait de soi. Elle était exigée par l'ordre social. Actuellement, il s'agit de restreindre à nouveau les droits de la raison économique en la subordonnant à des buts écologiques et sociaux, sans pour autant renoncer aux libertés, aux droits des personnes à l'autodétermination et à l'épanouissement. La réconciliation avec la nature s'obtient plus facilement sur la base d'une écodictature, d'un écofascisme ou d'un écoféodalisme que sur la base d'une société démocratique. Et je mets réconciliation avec la nature entre guillemets, parce que les conditions naturelles de vie ne sont pas naturellement données pour l'humanité, et que même l'agriculture et l'élevage biologique ne peuvent éviter d'intervenir dans les cycles et les équilibres naturels, de les déplacer ou réguler de manière à les rendre plus propices à l'épanouissement de la vie humaine. Nous avons une différence philosophique ou métaphysique, parce que je maintiens que la vie humaine n'est possible que sur la base d'une nature nécessairement travaillée. Je conteste que cette conception conduise inévitablement à l'esclavage et à la hiérarchisation. Intervieweur. Il me faut donc préciser. Vivre en harmonie avec la nature signifie l'absence du combat contre la nature,
qui implique la domination, la volonté de puissance, la lutte pour la vie. Si quelque chose est bien typiquement patriarcal, c'est bien la volonté de puissance comme prémisse du rapport entre l'homme et la nature. Vivre en harmonie avec la nature signifie au contraire une conception organique du monde. Il y a harmonie tant que les hommes vivent en respectant cette relation d'échange, la reconnaissent comme un principe moral, au sens où toi-même tu conçois la moralité, comme une manière d'agir de façon que tu puisses vouloir ce que tu fais. Il ne s'agit nullement ici d'une fusion avec la nature ni d'une ascèse. Pour moi, la conception de la nature est patriarcale tant que nous cherchons à nous rendre maîtres de la nature, ce qui conduit toujours la volonté de dominer la nature, inférieure et extérieure. C'est le rêve viril de puissance sublimée au niveau supérieur de l'esprit. La perfection consiste alors à produire quelque chose comme un homme synthétique. André Gorz. Les êtres humains ne sont pas limités par nature et intégrés en elle comme les autres espèces. Ils sont condamnés à être libres, disait Sartre. Il n'y a pas d'autre solution durable que de chercher à ce que les hommes traitent la nature avec compréhension, avec égard et avec soin, librement, par conviction. La nécessité de l'autolimitation et de la responsabilité individuelle et collective est d'autant plus grande que les techniques du calcul et l'usage d'ordinateurs sont plus répandus. S'élever contre l'informatisation et la microélectronique ne sert à rien, elles ne disparaîtront pas. Il s'agit plutôt de produire une autre mentalité, une nouvelle subjectivité. L'écologie politique a permis d'avancer dans ce sens. Ce que la nature ou l'instinct interdit aux animaux, il faut que les hommes se l'interdisent eux-mêmes, par sagesse. Du moins les hommes modernes qui ont mordu dans la pomme de la connaissance, de l'émancipation, des libertés et droits de la personne. Intervieweur. Pour réduire à un minimum le poids de la nécessité, tu juges nécessaire de disposer de techniques très avancées. Tu défends résolument la thèse de leur neutralité. Il s'agit seulement de les utiliser correctement. Pour ton utopie concrète de la société du temps libéré, tu es partisan d'employer la microélectronique, non seulement dans le domaine du travail socialement nécessaire, mais aussi dans l'autoproduction et la communication au niveau communautaire. Or, l'extrême abstraction de l'informatique la prédestine carrément à servir d'instrument de domination. Car ce qui se cache derrière cette abstraction est une structure matérialisée du pensée qui reflète les rapports de pouvoir de la société, la structure du pensée masculin comme sujet du développement historique, la logique binaire, formelle et abstraite des ordinateurs comme mise entre parenthèses de toute qualité sensible, et l'apogée de cette représentation mathématisée de l'homme et de la nature que tu critiques dans les Métamorphoses. André Gorz. Je crains que la microélectronique ne se fiche éperdument de nos jugements. La seule question est où? Avec quoi? Pourquoi pouvons-nous mobiliser des forces politiques capables d'imposer que la microélectronique, au lieu d'être utilisée à des fins de domination, serve plutôt à mettre fin à la domination des activités humaines par l'impératif de productivité maximale et de maximisation du profit? Si, comme tu le suggères, le salut de l'humanité et de la nature doit dépendre du retour à un mode de production artisanal et convivial, cette rupture avec la civilisation actuelle en suppose-t-elle l'effondrement préalable? Souhaitons-nous cet effondrement? Il existe des technologies verrous qui interdisent un usage convivial, et des technologies carrefour, par exemple les télécommunications, les ordinateurs, qui peuvent être utilisées de manière conviviale aussi bien qu'à des fins de domination. Il y a donc de déterminisme technologique que négatif. Certaines technologies, celles qui exigent la subdivision des tâches, la centralisation et la concentration du pouvoir de décision, celles qui font obstacle à l'appropriation des moyens de travail, du travail lui-même, sont inévitablement des agencements de domination, des obstacles à l'émancipation. Mais il n'y a pas, à l'inverse, de déterminisme technologique positif. Pas de technologie bonne en soi qui impose l'émancipation. La libération ne peut résulter d'une technique. Elle ne peut être obtenue que par des acteurs sociaux dont elle est le but conscient. Il n'y a pas moyen de faire l'économie de la volonté politique. Intervieweur. Je trouve tout cela trop pragmatique et au fond anti-écologique, car tu réduis la pensée et la politique de la gauche, la recherche d'une utopie émancipatrice, à tirer le meilleur parti possible d'un mal. Il est impossible de fonder une perspective écologique sur la microélectronique. Si nous voulons une société écologique, nous ne pourrons éviter une réduction drastique des besoins matériels et énergétiques. André Gorz. Pourquoi la microélectronique serait-elle mauvaise en soi? Je connais des tas de technologies plus mauvaises, en ce qu'elles impliquent des risques accrus pour les fondements de la vie, l'énergie atomique, les techniques génétiques, la chimie industrielle et même l'industrie de l'acier. Je suis partisan d'un dépassement de la société de travail vers une société de l'auto-activité qui réduit à un minimum résiduel le travail, et la production régie par la rationalité économique. Tandis que tu souhaites une société qui réconcilie le travail et la vie, où le temps de travail n'a pas besoin d'être réduit parce qu'il ne fait qu'un avec le temps de vivre, et où la technologie est si simple qu'elle peut être maîtrisée par des communautés conviviales. Seul l'effondrement catastrophique de notre civilisation pourrait mener là où tu souhaites arriver.
Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.